Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne du circuit-officiel.be avec la collaboration de Ripless et toujours en ce qui concerne l'affaire de V. Alors dans cette affaire de V se présentait l'hypothèse des requérants, c'est-à-dire les personnes donc qui ont sollicité nos services en l'occurrence. Et l'hypothèse de ces personnes était la suivante: comme ils étaient allés dans une maison dans laquelle se passaient des manifestations absolument épouvantables et que en revenant complètement dissuadés d'y loger dans leur habitation précédente, des manifestations, des phénomènes absolument épouvantables se déroulaient désormais chez eux aussi. La question devenait donc, est-ce que lorsque l'on se rend dans une maison apparemment hantée, on pourrait revenir avec accroché à ses basques quelques entités malfaisantes, est-ce qu'il pourrait y avoir un phénomène de contamination, de contagion ou de transmission? Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des réponses idiotes, et nous allons voir ça ensemble. Alors c'est une question qui finalement est légitime et qui en tout cas n'a pas manqué d'être formulée par mon épouse à l'occasion, parce qu'elle me disait par exemple en substance, voilà, écoute, tu vas dans une maison réputée hantée, bon ok, c'est ta passion, c'est ton hobby, c'est ton passe-temps, mais de grâce ne reviens pas avec quelque chose à la maison, parce que vous comprenez bien, on s'en passerait volontiers. Alors à cela, justement, j'ai envie de répondre directement de but en blanc. Vous pensez bien que, après une quarantaine d'années et même plus d'investigation en maison hantée, si jamais ça devait être le cas, que l'on pourrait donc rapporter chez soi des fantômes dans ses poches ou dans le coffre de sa voiture ou dans sa valise, eh bien, on n'aurait évidemment pas manqué de le remarquer. Et qu'en est-il en réalité? Eh bien, justement, c'est là que les choses se compliquent. Il se fait en effet que dans toutes ces années d'activité, eh bien, se sont passées, ici même, dans la maison d'où je vous parle, des choses parfois pour le moins bizarroïdes. Il faudra d'ailleurs que je vous les raconte à l'occasion, et je n'y manquerai pas. Donc, on serait tenté, a priori, de dire, voilà, vous voyez, donc effectivement, vous avez rapporté quelque chose. Eh bien, non. Je vais expliquer le pourquoi, bien entendu, parce que parmi la totalité des choses qui se sont produites ici, il y a déjà une bonne partie qui a pu recevoir une explication rationnelle. Donc on peut déjà exclure tout un grand paquet de ces manifestations et ne plus examiner que le reliquat. Dans le reliquat en question, je vais citer une toute petite partie de la problématique. Donc on est dans une petite partie de la petite partie restante. Cette partie, donc, d'une certaine phénoménologie, émane simplement, donc, je dirais, de rumeurs, de on-dit, à savoir que si l'on remonte dans l'historique de la maison, il se fait que on prétend qu'elle était jadis habitée par une personne qui avait la réputation d'être une sorcière. Bon, de là émanerait, et je le mets au conditionnel prudent, certaines petites manifestations, mais on peut automatiquement les exclure dans le cas présent, puisque le cas échéant, ces manifestations découleraient de la sorcière qui habitait jadis dans cette maison et non pas de l'extérieur. Autrement dit, c'est complètement à part dans ce reliquat et on peut également l'exclure, si vous suivez ma logique. Alors examinons maintenant ce qui reste de la petite partie du reliquat qu'il reste. Eh bien là-dedans, on ne va pas se le cacher, il y a eu effectivement des manifestations parfois très spectaculaires, même fortes, mais aussi ponctuelles et en petite quantité. Surtout, les manifestations en question étaient d'un type complètement différent de ce que l'on pouvait rencontrer en maison hantée, et donc on ne peut raisonnablement pas établir de lien de cause à effet entre l'un et l'autre. On ne mélange pas les pommes et les poires, et pour continuer d'être raisonnable, j'ai envie de vous répondre que pour moi, avec l'expérience de une quarantaine d'années d'investigation en maison hantée, ma réponse reste non. On ne peut pas être contaminé par une maison et rapporter ces choses chez soi. Ceci émane donc de mon expérience personnelle. Je ne prétends pas qu'il ne puisse pas y avoir d'exception, mais vous connaissez au moins maintenant ma façon de penser, je pense qu'elle est raisonnable.
Voilà, on va donc maintenant passer directement, si vous le voulez bien, au débat préparatoire à la grande confrontation que nous avons eue avec les requérants dans l'affaire, Devey. Donc c'était une préparation, hein, donc c'est quelque chose de très informel, et dans cet extrait, eh bien, c'est surtout pour l'édification, donc quelques explications et quelques petites exclusions. Avant cela, je me rends compte que j'avais oublié un point très important en matière de contamination. On a vu la contamination par, transmission, je vais dire, d'entités qui resteraient collées au basque, des personnes, des investigateurs. Mais il y a un point, qu'il faut quand même citer et qui a son importance. Il y a un point qui est un petit peu, je dirais inattendu. C'est que quand vous allez dans une maison hantée donc, que vous êtes confronté à l'émotivité, à l'émotion donc de toutes ces personnes qui vous saturent, je dirais, donc de faits extraordinaires, de témoignages époustouflants, il y a quand même une certaine imprégnation au niveau émotionnel. D'autant plus, c'est d'autant plus vrai donc quand vous-même vous êtes confronté à des choses qui échappent à votre entendement, que vous les voyez réellement. Là, vous commencez à douter un petit peu, vous commencez à vous poser des questions et cette émotion, ça vous prend. On peut parler de contagion émotionnelle. Là, quand vous rentrez chez vous, il peut y avoir effectivement une certaine forme de contamination. C'est pas tout à fait du même type, mais ça existe et ce n'est pas absolument innocent comme on va pouvoir le voir dans la suite des débats. Peut-être pas ici tout de suite dans l'extrait que je vais vous proposer maintenant, mais il ne faut pas oublier qu'on procède par élimination, on fait pas mal de circonvolutions pour en venir au nœud du problème en finale, qu'on va évidemment pas exclure, hein, ça c'est évidemment le but, c'est de pouvoir y aller, c'est de pouvoir y arriver avec toutes les explications, les solutions également. Et donc, on va y arriver petit à petit. Il faut mettre tout ensemble, il faut mettre toutes les vidéos ensemble pour bien comprendre la totalité, la globalité du problème. Éliminer ce qui a à éliminer, ne rester qu'avec ce qui est important, ce qui est essentiel, et là, pouvoir trouver l'explication et la solution. On passe au débat. Voilà, alors on attaque directement la deuxième partie de cette conférence sur l'effroyable affaire Devey, qui, je vous le rappelle, joue également un rôle de thérapie, puisqu'on est supposé s'adresser directement aux requérants, donc avoir devant nous les personnes qui sont directement concernées par les phénomènes qu'ils rencontrent. Et dans cet effet de thérapie, vous remarquez, si vous êtes un petit peu attentif, une première différence, c'est qu'au lieu d'avoir un fond carrément noir, on passe à un fond gris foncé, et le titre de la diapo n'est plus l'effroyable affaire Devey, mais l'incroyable affaire Devey. Toujours dans une volonté de dédramatisation. Comme je l'ai expliqué précédemment, en raison du caractère traumatisant de ce qu'ils ont pu rencontrer à RDM, et finalement également dans leur propre domicile par la suite, les requérants ont formulé eux-mêmes une hypothèse qui consiste à dire qu'ils auraient, en tout cas supposer qu'ils auraient rapporté quelque chose de malfaisant à partir de FDM donc. Alors, quelque chose de malfaisant, oui, mais comme quoi? Alors, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs hypothèses que eux formulent, que l'on peut formuler en général également. Il y a celle du démon ou du diable en personne, pourquoi pas tant qu'on y est, d'où la possibilité de la possession démoniaque, la possibilité d'un esprit malfaisant, d'un sort qui leur aurait été jeté, l'hypothèse du mot gré que j'aurai l'occasion donc de développer un petit peu plus loin dans cette conférence, et évidemment donc la possibilité d'un poltergeist. Pour le Serpi, dans un premier temps, il convient toujours de commencer par une anamnèse, c'est-à-dire donc de poser toutes les questions qui s'imposent, les questions traditionnelles, donc pour prendre connaissance de l'affaire des habitants. Il convient prioritairement de dégager absolument le domaine du surnaturel, c'est un impératif absolument incontournable. Avant de parler de cet impératif sur le surnaturel, il convient d'en faire une définition parce que dans le langage courant, on emploie facilement des termes tels que surnaturel, paranormal, ufologie, etc., ésotérisme, sans trop savoir ce que ça veut dire exactement. Donc il vaut mieux savoir de quoi on parle. Alors quand on parle de surnaturel, de quoi parle-t-on? Eh bien on parle des phénomènes qui sont en relation
avec la religion, peu importe laquelle. Ça peut donc être le christianisme, le judaïsme, ça peut même être une philosophie, ça peut être le bouddhisme, peu importe. Donc un rapport avec la religion. Ce sont des phénomènes qui ne sont pas reproductibles en laboratoire. Essayez une fois au laboratoire d'amener quelqu'un avec une piscine olympique et de lui demander de marcher sur l'eau, ça va probablement pas, ça va très certainement pas marcher, ou alors ce sera par le fond. Et ces phénomènes, donc, par conséquent, ne sont pas non plus étudiables scientifiquement comme on le comprend. Mais pourquoi dégager le surnaturel? Tout simplement parce que s'il s'agissait effectivement de surnaturel, le CERPI se trouverait complètement court-circuité. Et pourquoi? Parce qu'il faut toujours répondre à ces fameuses questions. Pourquoi? Parce que les requérants ne manqueront pas de poser cette question. Eh bien parce que si on parle de surnaturel, si on est bien dans le domaine du surnaturel, il y a toujours une question de dogme, de foi, de croyance qu'on ne peut pas effacer. Alors donc comme tout bon détective, il s'agit évidemment d'agir avec ordre et méthode. Mais en ce qui concerne le paranormal, de quoi s'agit-il? Alors si les faits sont relatifs au paranormal, s'ils sont explicables rationnellement, s'ils sont de l'ordre de l'ufologie aussi dans une certaine mesure, parce que là, il peut y avoir certaines exceptions, ce n'est pas toujours aussi évident, surtout si on entre dans le concept des abductions par exemple, mais généralement, s'il s'agit de paranormal, à ce moment-là, donc, c'est étudiable scientifiquement, c'est reproductible parfois en laboratoire, comme je vais pouvoir vous le répéter dans quelques instants. Donc, tout ça a été parfaitement éprouvé par nos services depuis plus de 40 ans, on sait de quoi on parle, on va pouvoir théoriquement suivre une piste valable et probablement arriver à une solution. Et donc le paranormal mérite lui aussi sa définition, ben, c'est le penchant du surnaturel, c'est-à-dire que la principale différence, c'est que dans ce cas-là, dans le cas du paranormal, ce sont des phénomènes qui sont sans rapport avec la religion. C'est là où on la met de côté. Les phénomènes sont généralement ou parfois reproductibles en laboratoire, et donc surtout ils sont étudiables scientifiquement. Comme illustration, vous avez le cas de Jean-Pierre Girard, qui est connu pour avoir, à une certaine époque, donc, par de simples passes, sans toucher la barre en métal, réussi à tordre ce métal en question. Alors bon, il y a eu toute une controverse sur cette affaire de Jean-Pierre Girard. On a prétendu qu'il s'agissait de trucage, de substitution. Il y a le célèbre Jean Dirkens, que nous connaissons très bien, qui est intervenu dans cette histoire et qui, aux yeux des sceptiques, se serait fait d'ailleurs lamentablement berner. Je m'empresserai de dire que c'est absolument faux, et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, donc, Jean-Pierre Girard s'est livré à une expérience tout à fait particulière qui mérite vraiment votre attention, parce que ça, c'est pas n'importe quoi. Il a fait une séance donc, dans laquelle il a effectivement tordu sa barre, pas comme sur l'illustration ici, mais dans d'autres circonstances beaucoup plus strictes. Pour l'occurrence, la barre, qui était une barre sans mémoire de forme, sans possibilité de trucage, qui théoriquement ne pouvait même pas se plier, parce que si on la pliait, en fait, on n'arrivait pas à la tordre, on l'aurait cassée, carrément. La barre se trouvait dans une éprouvette qui était soudée à ses deux extrémités. Ça s'est fait avec surveillance vidéo, caméra, appareil photo, huissier de justice, différents témoins. Je crois que c'est François Ranqui qui était présent, il s'agit donc d'un prestidigitateur lui aussi, qui était là justement pour essayer de voir s'il pouvait déceler la possibilité d'un trucage par procédé de prestidigitation, puisque Jean-Pierre Girard était aussi un ancien prestidigitateur. Et il a procédé à son expérience, c'est-à-dire que malgré que la barre se trouvait dans l'éprouvette, la barre a bien subi une flexion. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une torsion, c'est une flexion. Dans l'assistance se trouvait un certain professeur Crussard, spécialiste de métallurgie, qui a avoué n'avoir absolument aucune explication, ni aucun procédé industriel pour pouvoir arriver à ce résultat en fonction de la barre. Donc là, on a un exemple vraiment très représentatif, d'autant plus qu'il faut également signaler qu'on avait piégé Jean-Pierre Girard. Donc on avait fait quelque chose de tout à fait à son insu, c'est-à-dire qu'avant de lui remettre la barre dans l'éprouvette, la barre en question avait été étudiée dans sa profondeur, dans son épaisseur, et on avait repéré avec une grande exactitude toutes les petites impuretés et leur localisation très précise dans la barre.
après l'expérience, donc à partir du moment où la barre a été retirée de son éprouvette et malgré tout pliée, on a regardé de nouveau la barre dans son épaisseur et on a retrouvé exactement les mêmes impuretés, les mêmes particularités avec leur même localisation. Donc ça exclut complètement la possibilité d'une substitution et ça exclut en principe également toute possibilité de supercherie. Et comment est-ce qu'il a fait pour la plier? On suppose donc qu'il s'agit d'un phénomène de psychokinèse, donc en fait, c'est-à-dire d'une action produite par l'esprit sur la matière. Et d'ailleurs, on va avoir l'occasion de revenir sur ce sujet et de le développer abondamment. Et je remercie donc notre collaborateur de Ripless d'avoir posé cette question, ce qui me permet d'ailleurs de citer encore une fois Ripless, qui nous ont beaucoup aidés dans cette investigation. Alors il y a un autre mot qui revient souvent aussi, qui peut constituer l'une des hypothèses, ce serait l'intervention ufologique. Mais l'ufologie, c'est quoi? Ben, l'ufologie, en fait, donc, ça vient d'un mot anglais, UFO, UFO, pour Unidentified Flying Object, autrement dit, objet volant non identifié. C'est le fameux domaine des petits bonshommes verts et les soucoupes volantes, terme désuet que j'aimerais bien, pour ma part, disparaissent de la circulation, ou disparaissent plutôt de, je veux dire, du vocabulaire communément utilisé dans la conversation courante, parce que les fameuses soucoupes volantes en question sont loin de ne représenter que cette forme circulaire, mais bien au contraire, peut présenter toutes sortes d'autres formes, et les extraterrestres représentés comme des petits bonshommes verts, en réalité, ça émane du folklore, et on peut en trouver de toutes les couleurs, de toutes les tailles, et même sans couleur ou sans taille. Donc, c'est vraiment un terme très mal utilisé, aussi bien pour soucoupe volante que pour petits hommes verts. Parlons plutôt d'ovnis ou de pan pour phénomènes aériens non identifiés. Alors, est-ce qu'on peut exclure l'hypothèse extraterrestre? Donc HET, c'est hypothèse extraterrestre dans le cas présent. Je vous signale que même Stephen Hawking, qui est bien connu et hélas décédé, était tout à fait donc favorable à l'hypothèse extraterrestre. Et toujours donc cette même question qui revient, pourquoi pourrait-on exclure l'hypothèse extraterrestre dans le cas de l'affaire de V? La réponse est oui, donc on peut l'exclure. Parce que les manifestations ne correspondent pas à la situation contextuelle. Je vais avoir l'occasion également de revenir sur ce sujet ultérieurement. On ne voit pas du tout le rapport avec FDM, ça c'est la deuxième raison. Ben oui, que viendraient faire des extraterrestres dans une affaire d'un ancien presbytère ou une ancienne brasserie avec des visages plus ou moins humains ou des témoignages, je vais dire, dans les murs, une corde pendue, je ne vois pas non plus le rapport avec les extraterrestres. On comprend très bien donc que c'est assez déphasé comme argument. On ne comprendrait pas non plus le but de l'opération. Pourquoi des extraterrestres viendraient-ils se mêler à la situation? Dans ce cas-là, on ne voit pas non plus. Il y a contradiction avec les cas de Fatima au Portugal et celui d'Arc-Quatripon à propos du rôle de la Vierge, mais ça aussi, j'aurai l'occasion d'en reparler plus loin. Mais il y a mieux, il y a beaucoup mieux, avec notamment le tableau de bord du COBEPS, c'est-à-dire du Comité belge d'études des phénomènes spatiaux, qui est en fait une prolongation de la défunte SOBEPS. La SOBEPS s'est rendue célèbre notamment à partir de 89 avec la fameuse vague d'OVNI, et nous sommes également en relation avec la COBEPS en question. Donc, ici, on a un tableau qui permet de voir la fréquence des manifestations ufologiques en Belgique avec les années. Ici, on est en 2012, 2014, 2016, 2018. On voit que, grosso modo, il y a une régression assez nette. À ce propos, je peux quand même citer aussi le caractère farfelu de ce journaliste qui avait, dans le cadre d'un témoignage de bourgmestre dans la région de Bruxelles, ou je ne sais plus, peu importe, donc poser la question à un membre du COBEPS, justement, est-ce qu'on ne serait pas, et ça se passait en 2018 ou en 2017, quelque part par là, donc c'est relativement récent, est-ce qu'on ne serait pas aux portes d'une nouvelle vague d'OVNI? Alors là, c'est vraiment une hypothèse complètement ridicule de la part d'un journaliste qui n'y connaît strictement rien en ufologie, tout simplement parce que la vague d'OVNI en 89, c'est pas moins de minimum 3500 observations. On peut faire monter facilement le chiffre à 5000, et à mon avis, on est encore en dessous de la réalité, parce que nombre de phénomènes n'ont pas été répertoriés.
Alors, donc, en plus, il n'y a eu aucune manifestation d'OVNI dans la ville de V, ni même dans un rayon important. On peut donc dire que, à ce propos-là, l'affaire est classée, on peut exclure l'hypothèse extraterrestre. C'est important, c'est toujours une épine hors du pied, mais ça ne va pas être suffisant pour dédramatiser la question auprès des requérants. Eux, ils sont toujours là avec leur traumatisme, avec leur angoisse, leur anxiété et leur phénomène. Donc il va falloir aller chercher beaucoup plus loin et éliminer, par ordre de méthode, comme je le signalais tout à l'heure, toutes les possibilités, notamment celles relatives au surnaturel. Bien, voilà. Alors, donc, que nous apporte cette petite vidéo dans l'étude de l'affaire de V? Apparemment, vous allez me dire, pas grand-chose, puisque bon, on y apprend simplement la différence entre le surnaturel et le paranormal, et on dispose d'une petite anecdote, notamment sur la flexion de barre par Jean-Pierre Girard. Apparemment, pas de quoi faire avancer le schmilblick. Eh bien, en fait, il faut d'abord commencer par mettre le tout dans une globalité et visionner également donc les vidéos sur l'exclusion du surnaturel dans l'affaire de V. Si vous considérez cet ensemble, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Nous allons voir ça ensemble. Toute investigation qui se respecte commence théoriquement par une anamnèse. Alors, l'anamnèse, c'est un beau mot que vous pouvez éventuellement ressortir dans la conversation courante si vous voulez briller en société, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'anamnèse peut avoir plusieurs significations selon la discipline à laquelle on se réfère. Alors, numéro 1, en numéro 1, l'anamnèse, si vous voulez, en médecine, par exemple, c'est quand le médecin vous pose toutes les questions concernant votre maladie, quand est-ce que ça a commencé, comment est-ce que ça s'est manifesté, enfin bon, toutes les questions que le médecin vous pose, ça c'est l'anamnèse médicale. En 2. En 2, c'est en psychologie où l'on retrace l'historique d'un sujet, donc c'est grosso modo la même chose. En 3, alors en 3, attention à la confusion possible, c'est en ésotérisme où là, il s'agit en fait de la mémoire de vie antécédente, donc rapport à la réincarnation. Le sujet se rappelle de ce qu'il a été dans une existence précédente. En 4. En 4, c'est en liturgie où il s'agit simplement de la mémoire du ressuscité. On n'est pas vraiment dans le domaine. Et ensuite, il y a l'amnèse telle que nous la concevons, et qui est donc le fait, lorsque l'on arrive dans une maison réputée hantée, face au requérant, ou même déjà simplement lors de la première communication téléphonique qu'on va avoir avec la première personne de cette maison-là, on va commencer donc à poser toutes les questions qui s'imposent pour avoir une bonne connaissance du sujet, mais ça va également permettre de cerner un petit peu mieux la psychologie de la personne, son degré d'érudition, son degré de crédibilité, enfin tout un ensemble de choses sur le plan psychologique, lesquelles peuvent bien entendu avoir leur importance. Il ressortait de cette anamnèse que nous étions confrontés à un cas composé essentiellement de déplacements d'objets sans intervention humaine et, c'était l'hypothèse des requérants, en relation avec leur visite dans la maison de FDM. Alors là se présente un premier point, un premier hic, puisque en fait, bon, ce que nous aurions dû faire, ça aurait été de vérifier, d'authentifier donc les phénomènes qui se déroulaient dans la maison de FDM. Et très malheureusement, cela n'a pas été possible, tout simplement parce que le CERPI ne dispose d'aucune prérogative judiciaire. Nous ne pouvons pas arriver comme ça, dans des lieux qui sont déjà occupés et sans l'autorisation des habitants, avec, soi-disant, un mandat de perquisition et dire, voilà, c'est nous, coucou, on arrive, on entre, on visite, on fait comme chez nous, on prend la mesure, etc., vous n'avez rien à dire. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent évidemment. Le CERPI doit respecter la légalité et donc il n'a pas été possible de vérifier cela. Malgré tout, on savait déjà par une étude externe, je vais dire, que la maison jouissait d'une fameuse réputation sulfureuse, je dirais, donc parce qu'on y aurait, ce sont les rumeurs, on dit pratiquer des rites sataniques, et en tout état de cause, il y avait cette fameuse mémoire des murs que je vais mettre entre guillemets quand même avec un conditionnel prudent également. Donc, en tout cas, bon, elle a vécu au moins les deux guerres avec toutes leurs atrocités. Et bon, enfin, donc on peut imaginer beaucoup de choses, mais tout ça, ce n'est que de l'imagination. Et donc, on peut dire, voilà, là, il y a une lacune parce qu'on n'a pas pu authentifier. Seulement, il y a moyen de couper court à cette petite polémique puisque nous avons été nous-mêmes sur place
témoin, donc là, ça c'est chez les requérants, témoin donc d'un phénomène de déplacement d'objets devant nos yeux. Voilà. Il n'y a pas moyen de discuter, ça s'est fait clairement devant nos yeux, sans intervention humaine et sans aucune supercherie non plus. Donc voilà, point à la ligne. Donc tout ce côté émotionnel que nous avons pu percevoir chez les habitants n'est absolument pas surfait. Ces gens sont absolument sincères. On n'a même pas besoin d'authentifier FDM pour s'en assurer. Si jamais FDM se vérifie, ça ne fait jamais qu'apporter de l'eau à notre moulin, donc on peut très bien s'en passer. Alors ici, l'une des premières erreurs de débutants aurait consisté à faire l'amalgame ou bien la non-différenciation entre le surnaturel et le paranormal. Et c'est une erreur que je remarque très souvent dans les articles même de journalistes, dans les documentaires, dans les vidéos, dans les reportages de soi-disant Ghostbusters, ou même chez de soi-disant prétendus spécialistes de l'étrange, on confond allègrement le surnaturel et le paranormal. Pourtant, c'est pas difficile. D'un côté, on a connotation religieuse ou pas. On a éventuellement reproductibilité en laboratoire ou pas. Bon, de ce côté-là, c'est pas toujours facile, éventuellement, à cause du contexte. On ne peut pas toujours reproduire exactement le contexte, d'où confusion éventuelle. Et donc, en finalité, c'est étudiable scientifiquement ou ça ne l'est pas, point barre. Alors, rappelez-vous, donc, exclusion du surnaturel dans l'affaire de V, partie 1 et partie 2, on a pu tout à fait donc exclure ce fameux domaine du surnaturel. Non pas d'un coup de balai arbitraire, mais sur base de l'étude sérieuse des signes idiopathiques, c'est-à-dire les signes caractéristiques de la possession démoniaque, et sur d'autres points de logique, d'observation, etc. Donc, de ce côté-là, on était absolument sûr qu'il n'y avait pas de diable, de démons, de sorciers, etc. Pas de surnaturel. Mais pas non plus d'ufologie, nous l'avons exclu dans la présente vidéo. En conclusion, par élimination, les choses relèvent du paranormal et ça va nous aider beaucoup. Mais de quoi disposons-nous pour développer, pour étayer notre argumentation? En fait, nous disposons de bien peu de choses et apparemment il va être très difficile de s'en sortir avec seulement ça. De quoi disposons-nous? Eh bien, nous disposons d'un côté du caractère émotionnel des requérants et de l'autre côté de déplacement d'objets sans intervention humaine. Bon, et bien maintenant, comment est-ce que nous allons faire pour tirer toute cette affaire au clair? Comment est-ce que nous allons faire pour trouver le système qui permet à l'un de faire fonctionner l'autre? Bien évidemment, nous avons laissé, vous vous en doutez, quelques petits points en suspens, et ces points, nous allons vous les révéler, vous les présenter, vous les expliquer en détail dans la prochaine vidéo. Voilà, il me reste, avant de prendre congé de vous, à vous souhaiter plein de bonnes choses, et donc à dans pas longtemps. Salut, bye bye.